Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette première édition virtuelle des rencontres Je viens de loin, j'écris en français. Ce sont des rencontres qui ont été créées à l'Alliance française de Paris et c'est désormais la troisième saison que nous accueillons des visiteurs et des auteurs. Cette troisième saison, c'est celle qui pousse les murs, hein. C'est celle où nous inaugurons avec Shomona Sufinia une version qui nous permettra de voyager au-delà de Paris et puis jusqu'en Inde. Cette rencontre est organisée en partenariat avec les Alliances françaises d'Inde et l'Institut français d'Inde, et c'est soutenu par l'Institut français de Paris. Un grand merci à ceux qui ont pu permettre cette rencontre virtuelle, et tout spécialement Frédéric Jagu, qui est en ce moment dans l'ombre, mais pas très loin. Moi, je me présente, donc je suis Flore Bénard, je suis responsable du service culturel et bibliothèque de l'Alliance française de Paris, et je présenterai aujourd'hui les intervenants. Je suis accompagnée pour la gestion du chat et puis la gestion technique par deux membres de mon équipe, Johanna Roche et Cerise Schwaller. Et en arrière-plan également se trouve Thomas Simoes, qui est directeur de l'Alliance française du Bengale, et Mithun Ghosh de l'IF Inde, qui recevront et retransmettront vos questions au fur et à mesure aux intervenants. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, je vois le petit compteur qui s'affole, on est au-delà de 300 participants, nous vous en remercions. Pour lancer cette rencontre exceptionnelle, je laisserai la parole pour l'Alliance française de Paris au directeur général, Franck Desroches, et ensuite pour le réseau indien, Aruna Adityan, qui est COCAC adjointe et chef du pôle création et médiation. Donc je crois que c'est à moi. Bonsoir à tous. Donc je suis Franck Desroches, le directeur général de l'Alliance française de Paris. Voilà, pendant que le compteur s'affole, c'est le temps des discours, et puis comme ça, quand tout le monde sera là, on pourra commencer cette belle soirée. Je vous souhaite à tous la bienvenue et merci à tous de nous rejoindre pour cette édition exceptionnelle de notre série Je viens de loin, j'écris en français, consacrée ce soir à Shomona Sinha. Et merci beaucoup, Shomona, d'être avec nous ce soir et d'avoir accepté notre invitation. L'une de nos missions à l'Alliance française et à l'Institut français, c'est la promotion du dialogue entre les cultures, afin de mieux nous connaître, de mieux nous comprendre, et ainsi de mieux vivre le monde qui nous entoure avec ses difficultés, sa cruauté parfois et les crises qui nous imposent. Ce soir, c'est un pont extraordinaire qui est jeté, je crois, entre la France et l'Inde. Nous sommes 400, plus de 400, nous étions 750 inscrits, enfin c'est extraordinaire. Et donc on est tous ensemble pour ce que j'appelle moi habituellement, dans l'intimité de l'amphithéâtre de l'Alliance française à Paris, au boulevard Raspail, notre petite soirée au coin du feu, à l'écoute de nos invités. Alors ce sera une soirée sous le manguier aussi, en Inde. Et en tout cas c'est un moment très émouvant pour moi d'ouvrir cette soirée parce que votre présence, nombreuse d'une part, et la formidable mobilisation d'autre part du réseau des alliances et des instituts français en Inde et à Paris pour promouvoir cet événement permettent en fait de mettre en lumière à mes yeux et de rendre un hommage très précieux au travail et au talent de Flore Bénard que vous venez d'entendre, notre responsable du service culturel et bibliothèque, son équipe, Cerise Schwaller et Johanna Roche qui sont aux manettes, et puis Bernard Magnier, qui portent ensemble, tous ensemble depuis 3 ans maintenant, cette très belle collection Je viens de loin et j'écris en français. Et donc, je me joins à vous pour les en remercier très, très sincèrement. Enfin, cette fois-ci, on n'était pas seuls, ils n'étaient pas seuls. Donc, merci, chers collègues de l'Institut français de Paris. J'adresse un clin d'œil amical à Célestine Bianchetti, à Martin Lafitte. Un immense merci à Maud Grimaud et particulièrement à Frédéric Jagu, qui est dans l'ombre, comme l'a dit Flore, pour son soutien. C'est un plaisir renouvelé de travailler à vos côtés. Mais je crois que tout a commencé par un échange entre notre responsable communication et Thomas Simoes, qui est le directeur de l'Alliance de Bhopal. Et puis en 2 semaines et demie, c'est tout le réseau des instituts et des alliances en Inde qui s'est mobilisé sous l'impulsion de votre conseillère adjointe de coopération et d'action culturelle, chère Aruna Adityan, de votre attachée au livre et au savoir, Christine Cornet, qui nous rejoindra tout à l'heure, et de Mithun Ghosh, votre responsable de la communication,
Merci Thomas, merci Mitoun, merci Christine, merci cher Aruna de faire équipe avec nous ce soir. Et avant de vous laisser la parole, cher Aruna, permettez-moi de vous souhaiter à tous, où que vous soyez, en Inde, en France, ailleurs dans le monde, donc au coin du feu ou sous le manguier, une excellente soirée auprès de Bernard Magnier et de notre invité Shumona Sinha. Les coulisses ont bruissé là pendant quelques minutes, mais je crois que tout le monde est prêt. Et maintenant, on espère que la technique tiendra pour qu'on passe tous une excellente soirée, j'en suis sûr. En tout cas, merci à tous. Je vous laisse la parole, cher Aruna. Bonsoir à tous. Merci Franck, merci à toute l'équipe de l'Alliance française de Paris pour cette belle invitation adressée au réseau des 14 Alliances françaises en Inde, que nous avons saisi en vol, comme vous le dites, il y a à peine 10-15 jours, avec beaucoup d'enthousiasme et de conviction. Parce que cette invitation nous offre la possibilité de dépasser les frontières physiques de cette crise en créant un pont à multiples entrées avec Paris, Delhi, Calcutta, Hyderabad, Chennai, Ahmedabad, Bhopal, Pondichéry, Pune, Bombay, Trivandrum et Chandigarh. Je les cite tous parce qu'ils sont tous là ce soir. C'est au total 11 villes de notre réseau des Alliances françaises qui ont travaillé sur les textes de Shumona Sinha et qui participent à cette rencontre. Donc je voulais les saluer tous les apprenants de français des Alliances et leurs directeurs qui sont connectés avec nous ce soir. Alors le français en Inde, ça peut être une question pour pas mal d'entre vous qui ne sont pas en Inde, pour savoir qu'est-ce que ça représente. C'est d'abord une grande aventure qui a démarré avec les Alliances dans les années 30, donc ça fait très longtemps, à Bombay et à Calcutta. Et aujourd'hui, c'est plus de 600 000 personnes qui apprennent le français, de la crèche à l'université et jusque dans les Alliances françaises. Ce qui fait de l'Inde un des pays non francophones avec le plus grand nombre d'apprenants de français au monde. Donc ce soir, nous sommes ravis de saisir cette opportunité, d'abord pour en parler et pour le faire connaître, faire savoir, mais aussi pour changer de perspective, de se décaler, regarder la réalité en variant les angles. Et quoi de mieux que la littérature pour le faire. Donc merci Shumona Sinha de nous offrir cette opportunité ce soir, grâce à son merveilleux roman, Le Testament russe, qui nous emmène de Calcutta à Saint-Pétersbourg. Et j'ai une pensée particulière pour les habitants de Calcutta, dont vous êtes originaire, Shumona, qui viennent de subir des intempéries particulièrement sévères la semaine dernière. Et nous faisons, en ce qui concerne l'Alliance, notre possible pour leur venir en soutien. Avant de céder la parole aux intervenants, comme Franck, je voulais remercier le journaliste Bernard Magnier, toute l'équipe qui a préparé minutieusement depuis ces quelques jours avec nous l'Alliance française, ma chère collègue Christine Cornet, attachée livre et débat d'idées à l'Institut français en Inde, qui vont animer ce dialogue, mais aussi, en effet, l'Institut français à Paris, toute l'équipe, Maud Grimaud, Frédéric Jagut, et la Fondation des Alliances. Et l'Institut français et la Fondation des Alliances sont tous deux nos mentors en Inde et nos accompagnateurs dans cette aventure du français en Inde. Et je crois que cette aventure a encore de très beaux jours devant elle quand on voit l'engouement que suscite notre langue dans ce pays. Sur ces mots, chère Flore, je vous laisse et je vous repasse la parole en vous souhaitant à tous une très bonne soirée. Alors, il me reste juste à présenter le déroulé de cette soirée. Donc, dans un premier temps, et Shumona est à côté de moi. Merci d'avoir accepté l'invitation, Shumona. Et d'être réunis. Bonjour, merci infiniment à tout le monde. Et rapidement, je vais dire dans quelles conditions je vais faire cet entretien avec vous aujourd'hui. C'est assez rock'n'roll. Mais bon, merci infiniment. Voilà, c'est un honneur. C'est un honneur de représenter la France et l'Inde, mon pays natal, et parler de mon travail littéraire, linguistique, en français, contribuer à ma façon à la relation franco-indienne qui existe déjà depuis des siècles, mais continuer à contribuer à ma façon à cette relation riche. C'est vraiment un bonheur. Merci beaucoup. Donc, cette rencontre en deux parties. Tout d'abord, Bernard Magnier va mener un entretien. Donc, Bernard Magnier est journaliste, auteur, éditeur, directeur de collection chez Actes Sud. Et dans un second temps, Christine Cornet de l'IF d'Inde nous rejoindra pour relayer les questions que vous ne manquerez pas, j'en suis sûre, de poser via la petite fenêtre que vous trouvez en haut à droite. Je vous laisse donc en excellente compagnie.
Merci. Merci, bonjour à tous. Bonjour Shumona. Nous ne sommes pas boulevard Raspail, mais on est avec beaucoup de monde un peu partout dans le monde, principalement en Inde et à Paris, en France. Ces rencontres, venir de loin, venir d'ailleurs et écrire en français, souhaitent réunir des auteurs qui sont nés loin de la langue française, dans des pays qui n'étaient pas liés à celle-ci, qui n'étaient pas liés à la France, et qui ont eu des parcours singuliers qui les ont amenés vers cette langue française et vers la France. On a ainsi reçu une quinzaine d'auteurs, vous avez vu sans doute au début les portraits de chacun. J'en cite quelques-uns parce qu'ils avaient des parcours singuliers. Je pense à Laura Alcoba qui avait quitté la dictature argentine et qui s'est retrouvée avec sa mère à l'âge de 10 ans en France. Elle a publié 5 romans. Ils ont tous trait plus ou moins, et beaucoup plus que moins, à l'Argentine. Je pense à Velibor Čolić qui a déserté la guerre, l'armée de Bosnie pendant le conflit de l'ex-Yougoslavie et qui est arrivé en France en disant, comme il le dit lui-même avec provocation et avec humour, je parlais 3 mots de français, Jean-Paul Sartre. Je pense à Shabnam Zaryab qui a quitté Kaboul, l'Afghanistan, et qui néanmoins, arrivée petite fille, aujourd'hui a publié son premier roman qui s'intitule Le pianiste afghan. Je pense à Akira Mizubayashi, qui est japonais, qui enseigne la littérature française au Japon et qui néanmoins, plutôt tardivement, s'est mis à écrire lui aussi en français et à partir du Japon 5 romans, dont un qui s'intitule Une langue venue d'ailleurs. Enfin, peut-être la plus singulière d'entre elles, Wei Wei, une jeune chinoise qui voulait devenir médecin et les autorités chinoises en ont décidé autrement. Ils lui ont dit, vous allez étudier la langue française pour servir d'interprète aux Chinois qui partent, aux médecins chinois qui partent en Afrique. C'est ainsi qu'elle est devenue, elle a quitté ensuite la Chine, qu'elle est devenue écrivaine en français, même si elle vit aujourd'hui en Angleterre. Aujourd'hui, Shumona, vous êtes né en Inde, on l'a dit, vous êtes né au Bengale, vous êtes né à Calcutta, et vous avez appris tardivement, vous aussi, le français, mais vous êtes venu en France en 2001, vous y êtes demeuré, vous avez d'abord été interprète, puis vous avez été également traductrice du bengali, des poètes bengalis vers le français, mais aussi de poètes français vers le bengali. Vous avez enseigné l'anglais en France, puis aujourd'hui vous vous consacrez à l'écriture. Vous avez publié 5 livres en français. Le dernier, le voici, c'est le Testament russe. Curieusement, on expliquera ce titre tout à l'heure. Peut-être ma première question est la suivante. Comment la petite fille née en Inde, qui était fille d'un professeur d'économie, d'une mère qui enseignait les mathématiques, s'est intéressée au point d'en faire son métier à la littérature. La littérature et vous, les livres et vous, lorsque vous étiez petite fille. La bibliothèque familiale, elle recelait quel trésor pour vous? Vous lisiez dans quelle langue et que lisiez-vous? Oui, bonjour Bernard, bonjour à tous, tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Mon point de départ vers la langue française n'est pas mon travail d'interprétariat. Mon point de départ, mon voyage vers la langue française, c'est à l'âge de 14 ans qu'a commencé à Calcutta. Et même avant, ma vie entourée de livres de tous les pays du monde, traduits, la littérature du monde traduite en bengali et en anglais, cette vie de rat de bibliothèque a commencé quand j'avais 2 ans, 3 ans à Calcutta. Vous avez évoqué Bernard, mes parents, je suis enfant unique, mes parents qui étaient professeurs d'économie Sciences Po, mon père, ma mère prof de maths, il a acheté beaucoup de livres. Je passais toute ma journée quand j'étais enfant au lycée, à la bibliothèque du lycée dans ma mère. Et donc, je lisais la littérature du monde, britannique, américaine, mais surtout beaucoup la littérature russe, française aussi, espagnole, italienne, un peu africaine, Afrique subsaharienne, en traduction bengali et en anglais. Donc, à l'âge de 10 ans, j'ai écrit un petit texte. Et à l'âge de 14 ans, j'ai publié mon premier texte, un premier poème au quotidien de gauche, un peu équivalent de Libération ou même de l'Humanité, je pense, du Bengale, Ganashukti. Ceux qui parlent bengali reconnaîtront le quotidien Ganashukti. J'avais publié à l'âge de 14 ans. Et à l'âge de 17 ans, au concours régional du Bengale,
on a eu la bonne idée de me donner le prix du meilleur jeune poète du Bengale. Donc, voilà, c'est pas dans la langue, je dis pas de la langue de Molière ou de Race ou de Stendhal, parce que même si on partage la même code alphabétique, chaque écrivain a sa langue d'écriture. On n'écrit jamais dans une langue d'un autre écrivain. Donc, à ce moment-là, j'écrivais en bengali et pendant de l'âge de 12-13 jusqu'à 25 ans, j'ai continué à écrire et à publier dans les little magazines, dans les journaux, dans les revues au Bengale, en bengali. Et puis, à l'âge de 22 ans… Et l'aventure avec la langue française, elle est arrivée à quel moment? Comment? J'y arrive. Alors, à l'âge de… Quand j'avais 14 ans à Calcutta, dans le journal Anandabazar Patrika, là encore les Bengalis reconnaîtront ce journal, Anandabazar Patrika, dimanche, il y avait un récit de séjour, un récit de voyage que publiait grand écrivain amoureux de la France et de la littérature française, Sunil Gangopadhyay. Sunil Gangopadhyay ou Sunil Ganguly publiait Chobit Deshe, Kobita Deshe, ce qu'on peut traduire dans le pays de la poésie, dans le pays de la peinture. C'est en lisant ce récit de séjour, récit de voyage qui se déroulait en France, que j'ai eu un coup de foudre pour la France. Je me suis dit vaguement que je vais vivre à Paris, en France, avec les poètes, avec les peintres. Mais c'était un rêve d'adolescente. Et plus tard, à l'âge de 22 ans, après avoir terminé lamentablement une licence en économie et Sciences Po, j'ai finalement commencé à apprendre le français. À l'âge de 22 ans, j'ai enfin grandi, parce qu'en Inde, les filles, les femmes grandissent tardivement ou presque jamais. Donc, à 22 ans, quand j'ai eu enfin le droit de décider pour moi-même, donc j'ai à ce moment-là commencé à apprendre la langue française à 22 ans. Et puis, j'ai terminé ma première maîtrise, j'ai commencé à traduire Yves Bonnefoy et d'autres poètes français, vous les connaissez, en bengali. Et je suis venue à l'âge de 28 ans, en 2001, septembre 2001, il faisait un soleil magnifique, tout le monde parlait de l'été indien, et je suis arrivée en France à l'âge de 28 ans. Et pendant plusieurs premières années en France, j'étais loin du milieu de l'interprétariat, traduction pour les demandeurs d'asile. J'étais parmi les poètes. J'ai épousé le poète Lionel Ray, on est resté mariés pendant 10 ans, et j'ai terminé 3 anthologies de poésie française et bengali. J'ai traduit Bonnefoy, Philippe Jacotet, Jean-Michel Maupoy, Claude Velter, Michel Deguy, André Velter, Lionel Ray évidemment. J'ai dit Claude Velter, c'est Claude Michel Cluny et André Velter. Donc 70 poètes français contemporains que j'ai traduits, et puis les bengalis comme Julien Gangopadhyay, Dr. Bhattacharya, Jean Khojoti, Jaya Goswami, Montakranta, Navnita Devchen. Ce sont des poètes bengalis que j'ai traduits. Donc les premières années dans ma vie à Paris, c'était parmi les poètes, pour la poésie, par la poésie. Et les études, continuer mes études à la Sorbonne, première maîtrise, j'étais en Inde, ensuite deuxième maîtrise en DEA, master en lettres modernes, à la base, à l'appui dans mon travail de traduction dans la littérature, de la poésie, des anthologies que je préparais, que j'ai publiées dans les années 2005, 2006 et 2007, à Calcutta et Paris et en Espagne. Voilà, donc les premières années, c'est passé de l'écriture en bengali, ensuite la traduction dans la poésie. Et puis finalement, un jour, je me trouve avec les mots en français dans ma tête, dans l'inconscient. Les gens parlaient en français dans ma tête et je préparais un récit de voyage un peu en imitant Sunil Gangopadhyay, et je vois que je n'arrive pas à écrire en bengali, qui était pourtant ma langue natale. Alors je me demande ce qui se passe. Je vois que je suis en train de penser inconsciemment en français, et inconsciemment, j'étais en train de traduire de français en bengali. Et donc, je me suis dit, il y a une schizophrénie incroyable dans ma tête. Les gens dans mes rêves venaient, des gens de Calcutta, venaient parler en français. Donc, j'ai commencé à écrire un texte, un récit de voyage romancé en français. Et le livre a été publié en 2008, Fenêtre sur l'abîme, aux éditions de La Différence. Et puis, en 2011, je publie à ce moment-là. Et le livre s'intitule Fenêtre sur l'abîme. Hein. Comment? J'ai pas compris, Bernard. Le livre s'intitule Fenêtre sur l'abîme. C'est le premier récit. Il s'appelle Fenêtre sur l'abîme. Oui. Je vous vois très flou. Et j'allais dire. Ah, ça c'est très dommage pour vous. Est-ce que vous mais voyez néanmoins, on va continuer.
Oui, je vous vois tout à fait bien. Donc, D'accord. l'essentiel est préservé. Tout va bien. Ok, très bien. Et je voulais vous poser, vous avez répondu à peu près à mes 5 ou 6 premières questions, donc c'est absolument parfait. Oui, On va pouvoir continuer comme ça. Et après, justement, ce premier livre, Fenêtre sur l'abîme, sur lequel vous avez une sorte de regard un petit peu critique, parce que c'est sans doute un premier livre, un premier roman, oui. j'aimerais que l'on parle du second, qui s'intitule Assumons les pauvres, Assommons. parce que vous êtes passé là à un autre stade d'écriture. Vous travaillez comme interprète, je l'ai dit tout à l'heure, à l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Et en quelque sorte, vous avez raconté votre témoignage. Et votre témoignage, il commence de la façon suivante. Je vous cite la première phrase. Là, c'est accablé, je m'abandonne sur le sol moite de ma cellule et je pense encore à ces gens-là qui envahissaient les mers comme des méduses mal aimées et se jetaient sur les rives étrangères. On a l'impression d'entendre quelque chose qui se passe là aujourd'hui sur les rives de l'Europe. C'était plus loin et il y a quelque temps. Ce livre, cette jeune femme qui parle, c'est vous, bien évidemment, mais elle se retrouve dans une cellule parce qu'elle a, en quelque sorte, elle n'a plus supporté sa condition d'interprète. Qu'est-ce qui la gênait dans cette condition d'interprète? Elle devait traduire des propos qui ne lui convenaient pas, elle ne voulait pas trahir et en même temps, elle était un petit peu obligée de le faire. C'est un témoignage romancé, c'est un témoignage fictif. Mmh. C'est un témoignage fictif. La scène de la cellule qui est emblématique, qui commence le livre, qui le clôt aussi, en quelque sorte. Cette scène, elle est imaginée. Moi, après avoir enseigné pendant 12 ans dans la région parisienne, en faisant la traduction de la littérature française des poésies, et puis finalement, on m'a interpellé, on m'a sollicité pour devenir interprète pour les demandeurs d'asile politique bangladais. Et donc, oui, dans ce roman-là, je parle de la condition insoutenable de tous, des demandeurs d'asile, des interprètes et des officiers, que c'est un huis clos, c'est une usine à mensonges, c'est que les demandeurs d'asile politique dans le monde qui cherchent l'asile politique parce qu'ils sont persécutés pour des raisons politiques ou communautaristes. Pour les demandeurs d'asile bangladais, c'est principalement les demandes d'asile économique, mais ils sont obligés de le déguiser en demande d'asile politique. C'est ça la question, c'est ça qui m'a révoltée, qu'on ne les accepte pas. On sait aujourd'hui que l'argent circule, l'argent franchit les frontières, les objets franchissent les frontières. Or, l'homme n'a pas le droit. Ces Bangladais-là qui viennent travailler, Bangladais aussi, du Bangladesh, aussi de Bangladesh Ouest, de l'Inde, qui viennent travailler en France, qui sont obligés de mentir, qui sont obligés de prétendre qu'ils sont persécutés pour des raisons politiques. Et ce mensonge-là que l'OFPRA, l'organisme français lui-même, qui impose parce qu'il n'accepterait pas s'ils disaient que juste simplement, c'est-à-dire qu'ils essayaient de fuir leurs conditions misérables au Bangladesh ou en Inde, ils sont obligés d'acheter les histoires, ils sont obligés de prétendre d'être persécutés pour des raisons politiques. Et donc, cette usine à mensonges qui m'a révoltée, c'est dans ça dont je parle. L'interprète, c'est un peu comme un dire non, je veux dire que je parle de moi pour parler d'autre chose. Je prête mon jeu pour parler du monde. L'interprète, elle est comme un messagère, elle prête son corps, elle prête son visage, elle prête ses paroles pour recueillir la parole des autres. Dans Assumons les pauvres, il y a des centaines de personnages. Il y a un défilé des demandeurs d'asile qui sont là. Et donc, je parle de ce monde-là qui subit, le peuple qui subit une sorte de double peine. Ils sont obligés de quitter leur pays natal, mais ils n'ont pas le droit de vivre tête haute en France. Ils sont obligés de continuer à baisser la tête, à mentir, à vivre une vie mensongère. Et donc, c'est cette humiliation qui était révoltante pour moi. Et c'est ce que j'ai écrit. On va essayer
de feuilleter un petit peu votre œuvre afin d'arriver au Testament russe. Donc, je voudrais qu'on ait un éclairage sur chacun de ces livres. Peut-être un mot sur le mot, puisqu'on parle de littérature et de langue française, le mot interprète. Est-ce que finalement, ce livre, ce n'est pas l'ambiguïté aussi de l'interprète qui est celui qui traduit, mais qui est dans le sens aussi celui qui donne un sens au mot et qui peut infléchir d'une certaine façon la traduction. C'est toujours quelqu'un qui est suspect par rapport à celui qui traduit et celui par rapport à celui qui l'écoute. J'ai vu ça, cette suspicion, quand j'ai travaillé pendant 2 ans et demi, parce que justement à la sortie du livre, l'OFRA m'a généreusement remercié. Vous le savez que j'ai été licenciée à la sortie de mon roman Assommons les pauvres. Mais pendant 2 ans et demi, ce que j'ai remarqué, qu'il y a une suspicion qui existe, que le demandeur d'asile n'arrive pas à croire que l'interprète va retranscrire ses paroles, ses demandes, sa détresse correctement, parce qu'elle croit, surtout quand il y a aussi une sorte de rapport conflictuel entre les Bangladais du Bangladesh et les Bengalis de Calcutta. Aussi le rapport homme et femme, quand on est une femme en train de travailler face à les demandeurs d'asile bangladais ou bengalis de Bengale occidentaux qui sont majoritairement, 90% sont des hommes, il y a aussi un rapport sexuel, sexisé qui fonctionne entre l'homme et femme. Là, vous voyez des choses très bizarres chez moi parce que je ne suis pas chez moi, je suis chez ma voisine. Donc, c'est un décor un peu particulier que vous voyez, c'est pas mon décor habituel. Donc oui, les demandeurs d'asile bangladais qui étaient là, qui avaient aussi leur part d'angoisse, leur part de suspicion, et puis dans la part des officiers de protection, c'est-à-dire l'organisme, l'État français qui est représenté par l'OFRA, aussi avait exercé sa part de suspicion à l'égard des interprètes qui croyaient, qui sont là pour enjoliver les propos, pour raccommoder les propos des demandeurs d'asile, peut-être qu'ils ne traduisaient pas correctement. Or, moi, personnellement, je pense que la question que vous m'avez posée, la double notion de l'interprétariat ou de l'interprète, je pense que là, à l'office, ce n'est pas le lieu pour essayer d'aider les demandeurs d'asile. Là, il faut rester honnête et correct, traduire honnêtement les propos des uns et des autres. Si on veut les aider, il faut les aider concrètement, de façon plus efficace, dans les organismes humanitaires. Et justement, c'est là qu'il faut leur donner un autre espoir plus réaliste. L'OFRA n'est pas l'endroit. Et puis, moi, je suis un peu fatiguée de parler de l'OFRA parce que pour moi, ce n'est pas l'organisme par excellence pour changer la condition humaine. C'est le travail des politiques, c'est le travail des gouvernements, c'est le travail des gens intellectuels, écrivains, sociologues, philosophes, penseurs, militants. Je n'ai pas envie de donner une telle importance à l'OFRA. Ce livre, il est là, derrière, et puis voilà. D'accord. Eh ben, on va passer au livre suivant, justement. Alors là, il s'agit d'un autre livre totalement différent. Il s'intitule Calcutta. C'est l'histoire d'une jeune femme qui retourne dans son pays à l'occasion des funérailles de son père. Elle est confrontée à une ville qu'elle ne reconnaît pas vraiment. Elle est confrontée à ses souvenirs, à la maison, aux objets, aux personnes, bien évidemment. Et cette jeune fille, elle s'appelle Trisha. Elle aurait pu s'appeler Shumona? Non. Non, j'écris pas des autobiographies, Bernard. Ce sont des livres, des fictions. Mes personnages sont des personnages de composition. Il y a des personnages qui sont très inspirés de la réalité, telle que j'ai connue, et puis d'autres qui sont de composition. Il y a le corps de quelqu'un, il y a des pensées de quelqu'un d'autre, il y a des vécus de plusieurs personnes, donc ce sont des rôles de composition, et puis d'autres personnages qui sont totalement fictifs. Effectivement, après avoir écrit Assommons les pauvres, qui est un livre très en colère, très noir, très violent même, mais ce qui est bien, Assommons les pauvres, il est aujourd'hui plus considéré comme une interrogation sur l'identité, sur quête existentialiste, qu'aussi un récit ou témoignage sur l'OFRA. Donc il y a des lectures qui sont
intéressant d'Assemblée pauvres que je salue. Il y a des travaux universitaires qui ont été faits en France ou aux États-Unis ou en Inde. Je trouve ça très intéressant. Et après avoir écrit Assemblée pauvres, qui est un livre quand même un peu violent, j'ai eu une nostalgie, une bouffée de tendresse pour mon pays natal. Donc, et puis aussi, il y a tellement de malentendus sur l'Inde. L'Inde, c'est un pays de Shiva, de Gandhi. On confond beaucoup aujourd'hui encore entre les Indiens sont des hindous. On les appelle les hindous. C'est comme si on allait désigner les Français par chrétiens. C'est pas possible. Donc, en Inde, il y a des hindous, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes, il y a des athées, il y a des agnostiques. Donc, moi, j'avais envie de montrer un autre visage de l'Inde, tel que j'ai connu à Calcutta. 30-40 ans d'histoire de Calcutta, Bengale occidental. Je prête le visage et le corps ou la narration, le point de vue de narratrice de la jeune femme, mais c'est grâce à elle, en suivant ses pas, on va découvrir l'histoire politique du Bengale occidental. En particulier à travers la figure du père, en particulier avec le père. Oui. À travers la figure du père, aussi par la suite la grand-mère maternelle, et puis grand-mère maternelle va donner le relais à son père, donc de l'histoire du Bengale des années 70, la période d'urgence imposée par le gouvernement de Congrès de Indira Gandhi, l'assassinat, le massacre des communistes, de partis communistes et de communistes. Quand on pense aux communistes en France, on pense plus à des radicaux maoïstes, mais là, les communistes du Bengale, c'était les militants, les chefs de partis politiques qui cherchaient de participer au système parlementaire. Je parlais de la démocratie parlementaire, ces communistes-là. Donc, ils militaient pour cela. Donc, ces communistes-là qui ont été massacrés dans les années 70, je parle de cela. Je parle aussi des émeutes communautaristes gravissimes, ce qu'on voit aujourd'hui en Inde. Et avant d'y arriver, avant le gouvernement de BJP Modi qui est au pouvoir aujourd'hui en Inde, avant d'y arriver, en 92, déjà, la destruction de la mosquée Babri qui a eu lieu en Inde, vous connaissez certainement l'histoire de la destruction de la mosquée Babri qui est à l'est de Delhi, à Ajodhya, et les fanatiques religieux hindouistes qui réclamaient que c'est le lieu de naissance de leur dieu Ram, et donc il faut détruire la mosquée qui était déjà un site vétuste antique, hein, il n'y avait rien à restaurer, il était caché sous les buissons et sous les arbustes, mais ils l'ont déterré pour le détruire. Donc c'était un prétexte pour propager la haine communautariste entre les hindous et les musulmans. Donc la destruction de la mosquée Babri en 92, je l'évoque. D'autres incidents de mouvements séparatistes aussi au Darjeeling. Et puis par la suite, le personnage de la grand-mère monte jusqu'à l'époque où l'Inde est encore colonisée. Il y a le mouvement indépendantiste anti-colon pour libérer l'Inde, pour l'indépendance de l'Inde. Donc ça va jusqu'au-là. Et puis là, il arrive une histoire d'amour qui vient un peu équilibrer le parti au départ, qui est l'histoire d'amour plutôt ratée, un rendez-vous raté entre le père et la mère. Très romanesque. Qui est là dans la première partie. Donc, la dernière partie qui vient un petit peu peut-être équilibrée. Donc, c'est un roman. C'est pas moi. Trisha n'est pas totalement moi. Qui évidemment, je lui prête mes traits, mes vécus, mes pensées, évidemment. Mais c'est un roman, une fiction qui essaye de retracer l'histoire politique du Bengale occidental derniers 30-40 ans. Le choix du titre, Calcutta, tout simplement, pas un mot de plus, le seul nom de la ville, c'est vous, c'est l'éditeur, c'est un choix, comment ça s'est fait? Là, vous touchez un point sensible parce que je suis pas, avec le recul, je suis pas contente de ce titre. Je pense qu'on n'a pas fait preuve de beaucoup d'imagination parce que justement, si on pense à la phrase magnifique de Duras qui a été reprise dans le monde des livres par Catherine Simon qui a écrit un
très très beau papier là-dessus, ce livre-là qui m'a valu le prix de l'Académie française pour ma contribution de rayonnement de la langue et de la littérature française, pour ma contribution à la langue française. Mais le titre est pauvre, je trouve. Ça peut être efficace pour certains, mais avec le recul, je trouve qu'il est un peu pauvre et ça aurait été fantastique, comme Catherine Simon, la journaliste dans le monde des livres, avait écrit « Dans Calcutta désert ». Ça aurait été fantastique. Alors, ce titre-là, voilà, ça va Pour rester avec Marguerite Duras, ça aurait pu s'appeler « Calcutta, mon amour ». Aussi, mais dans Calcutta désert, je trouve que c'est plus romanesque, plus dynamique, hein, plus intriguant aussi. Pourquoi Calcutta désert, oui. C'est plus intriguant. L'un des aspects très intéressants de votre livre, outre l'aspect politique que vous venez d'évoquer, c'est aussi le fait du retour d'une héroïne sur un lieu qu'elle a quitté et cette espèce de méconnaissance qu'elle a de la ville nouvelle. Et cette ville qu'elle ne reconnaît pas, mais la ville ne la reconnaît pas non plus d'une certaine façon. Il y a une espèce de rejet mutuel. Qu'est-ce qui a changé dans la ville? On peut imaginer ce qui a changé dans Calcutta, mais qu'est-ce qui a changé dans la jeune femme, dans Trisha? Alors, là encore, c'est très amusant parce que c'est ainsi quand je suis allée à Calcutta, certaines personnes ont pensé que Calcutta, c'est vraiment Trisha, comme vous avez dit au début, Trisha, c'est moi. Ils ont pensé que pendant ces derniers J'ai pas dit ça, j'ai posé la question. non, légitime, toutes les questions sont légitimes, Bernard. Et donc, on a pensé, on m'a dit que peut-être que pendant les derniers 20 ans, je suis restée en France, que j'ai quitté Calcutta, j'ai quitté l'Inde, je suis arrivée en France, je me suis installée et je ne me suis jamais retournée à Calcutta. Or, ce n'est pas le cas. Contrairement à Trisha, contrairement à la narratrice dans mon roman, moi, j'essaie d'y aller à Calcutta au moins une fois par an. Visiter ma famille et mes amis. Certaines personnes, ces dernières années, ont écrit dans les journaux, dans les médias, fait des reportages sur mon travail littéraire. Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'il fallait que je dramatise la situation pour ma narratrice, pour mon héroïne, qu'il y a une rupture quelque part. Et dans cette rupture-là, c'est ce vide-là, ce décalage-là lui permet de poser des questions, d'aller chercher. Parce que si tout était déjà évident, que tout était déjà raconté, que tout était déjà manifeste, vous voyez, dans ce cas-là, elle n'a pas la motivation, elle n'a pas de motif pour aller chercher. Si j'invente, si j'imagine qu'il y a une rupture, c'est ça, en tant qu'écrivain, en tant que romancier, ça me permet qu'elle aille chercher les raisons de ces ruptures-là. Ça me permet de raconter une histoire. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire. Donc, il fallait qu'elle crée un problème, qu'il y ait une rupture. Voilà. Alors, avec le suivant, vous allez créer 3 problèmes. Le livre s'intitule, là aussi, très sobrement, d'un seul mot, Apatride. Et c'est l'histoire de trois femmes. L'une s'appelle Esha. Elle est partie de l'Inde. Elle est venue en France. Tiens donc. Mais bien sûr, elle ne vous ressemble pas et ce n'est pas vous. Mais vous me préciserez ça tout à l'heure. Et elle a trait un petit peu à la violence de l'exclusion, très fortement à la violence du racisme. C'est le premier personnage. Deuxième personnage qui s'appelle Mina, elle qui est une femme qui est restée en Inde, mais qui est sujette aux violences extrêmes que l'on peut connaître en Inde. C'est une femme aussi militante à sa façon. Et puis il y en a une troisième qui est une jeune femme qui a été adoptée, qui vit en France et qui va en Inde en quête de son identité. Donc vous dédoublez en 3 personnages, si on peut dire ça, et j'aimerais savoir comment est né ce livre, la construction de ce livre. Vous aviez l'idée des 3 personnages d'entrée, ou vous en aviez 2, une troisième s'est ajoutée. Comment est né ce livre? Oui, alors merci pour cette question-là. Alors déjà, Apatride, pour cette fois-ci, j'étais convaincue dès le début. Le titre était déjà là dans ma tête dès le début. Et j'étais assez convaincue, je reste convaincue, parce que le mot frappe quelque part, ça surprend méchamment même. Pourquoi apatride? Pourquoi être apatride? Comment on peut devenir apatride? C'est quand même grave, hein. C'est assez radical, c'est violent de se dire, de se présenter comme apatride, de présenter quelqu'un comme apatride. Donc le titre était déjà là. Alors, ce qui se passe, c'est que ces dernières années, quand je participais à des rendez-vous littéraires, comme vous voyez, on m'a posé la question, souvent de la part du public, la question
revenait que qu'est-ce qui se passe en Inde, pourquoi il y a autant de cas de viol. C'était encore à l'époque, je l'ai écrit il y a quelques années, il est sorti en 2017. Donc, 2014, juste après avoir écrit Calcutta, j'ai commencé à écrire. Donc, j'ai commencé à travailler, à chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis, il m'a semblé que ces cas de viol ont beaucoup à faire, qui sont liés au changement radical de la vie économique, donc sociale, de l'Inde. L'Inde qui a été colonisée autrefois, dernier à peine 72 ans qui est décolonisée. La classe moyenne de 14-15% de la population indienne, qui était autrefois, qui vivait avec peu de moyens, cette classe moyenne aujourd'hui a un accès à la consommation assez importante. Le boom économique dont on parle, boom économique de l'Inde dont on parle, c'est flagrant. Il y a 20 ans, il y a 15 ans, quand j'allais à Calcutta, ça restait une ville en émergence perpétuelle. Aujourd'hui, vous allez de n'importe quel shopping mall, vous allez trouver les mêmes produits de beauté ou de mode ou d'électroménager ou n'importe quel produit de ménage même, comme vous pouvez trouver en France, dans les grandes villes, à Paris ou ailleurs. Il y a cette classe moyenne qui a l'accès à la consommation de haut de gamme, le plus moderne, et ça a influencé directement les jeunes générations, leur mode de vie. Les jeunes femmes qui ont aujourd'hui 20 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, qui sont les élèves, étudiantes, jeunes travailleurs, ils vivent, je n'ai pas envie de dire à la façon occidentale, mais ils vivent de façon libérée. Ils portent un jean, ils portent des robes, ils sortent le soir, ils boivent, ils picolent, ils fument, ils ont les petits amis, ils tiennent la main en public, ce qui n'était pas concevable. Tout cela, ce qu'on vient de dire, n'était pas concevable il y a 20 ans. Donc, il y a une classe moyenne qui est aujourd'hui classe moyenne aisée. Pourquoi j'en parle? Parce que cette évolution économique et donc sociale a influencé les codes moraux de la société. Or, la classe populaire, ils sont restés en bas d'échelle. Leur condition de vie n'a pas changé. Et eux, ils sont restés en bas d'échelle. Pour eux, c'est très difficile à comprendre et à accepter ce changement des codes moraux de la société indienne. Et vous verrez pourquoi je dis ça. Parce que si vous voyez, si vous écoutez les interviews des gens, soit ce sont des violeurs, ou soit une foule qui accompagne, qui parle au micro des médias en Inde, ils disent que ces femmes-là qui sont violées, ils l'ont mérité parce que, effectivement, si une femme porte un jean, porte une robe, sort le soir, à 20 ans passés, 22 heures passées, c'est normal qu'ils l'ont cherché la nuit, c'est normal qu'ils soient violés. Donc, tout cela pour vous dire qu'il y a un changement radical dans la société économique indienne qui a influencé les codes moraux, qui ont bouleversé les codes moraux ensemble, mais c'est comme si deux sociétés face à face, les deux classes sociales face à face, qui ne se comprennent pas. Donc, moi, j'ai envie de créer un personnage qui, on ne sait pas dans mon roman si c'est de classe aisée, si à cause de cela, est-ce qu'il a été violé ou pas. En tout cas, j'ai eu envie de parler d'une femme qui a été violée, qui a été massacrée. Il y a eu un incident réel. Donc, je me suis inspirée de cet incident-là. À partir de là, je suis partie dans ma fiction, le corps, le visage, l'histoire, l'amour dominant. C'est l'histoire que j'ai inventée dans mon roman. Et j'ai commencé à décrire ce personnage-là. Et j'étais à Paris à ce moment-là, j'ai passé quelques mois à Calcutta et puis je suis revenue à Paris et il y a eu janvier 2015, Charlie. Et donc à ce moment-là, je ne pouvais pas non pas inclure un personnage féminin qui subit prétendument, en tout cas d'après moi, qui subit elle aussi les sanctions sociales, religieuses, communautaristes, tout en étant en France. Ce n'est pas l'Inde, ce n'est pas un pays arriéré, ce n'est pas un pays criblé de tant de crises économiques, communautaristes et religieuses, c'est en France. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est être femme, noire, seule en France? Donc j'ai voulu créer ces deux personnages féminins et le troisième personnage vient comme un trait d'union. C'est un personnage inachevé, on ne sait pas d'où elle vient, le point de départ reste
mystérieux. On ne sait pas comment elle va finir, mais elle reste comme un trait d'union entre ces deux femmes-là. Elle fait le lien. Et donc, ça m'a paru intéressant de façon romanesque, créer un personnage qui fait le lien. Donc, ces trois femmes qui sont là, vous avez très bien dit, dédoublées en trois personnes. Et de chaque personnage féminin, dans Aïcha, Mina et Marie, il y a un peu de moi. Et voilà, il m'a parlé. Comment avez-vous fait Comment s'est passée l'écriture de ce livre? C'est une écriture véritablement croisée. Comment s'est passée l'écriture de ce livre? C'est une écriture croisée comme on peut la lire aujourd'hui, ou c'est un assemblage, une sorte de puzzle que vous avez monté a posteriori? Alors, moi, déjà dès le début, je savais qu'il y aurait, à partir du moment où j'ai décidé qu'il y aurait trois personnages, donc à partir de ce moment-là, les trois personnages commençaient à vivre de façon indépendante. Je n'ai pas eu le problème de jonglage ou être parasité par les pensées d'un personnage quand je suis en train de développer le deuxième ou troisième personnage. Vous voyez, chacun vivait à sa façon et je suivais. C'est vraiment, j'ai suivi Mina pas à pas et j'ai essayé de deviner ce qu'elle pourrait ressentir dans telle ou telle condition. Donc, c'était vraiment trois lignes parallèles et ça se croisait à un moment donné. Vous voyez, au début, il y a Mina qui est déjà morte. Hein, elle est déjà violée et assassinée, elle est déjà morte. Elle vient dans les rêves, dans les cauchemars de Marie, de façon un peu fantasmagorique. Et donc, à partir du moment où le reste, l'écriture est faite de façon parallèle. Si vous voulez vraiment l'atelier d'écriture, si j'écris aujourd'hui un chapitre sur Aïcha, demain je vais écrire sur Mina et je dois faire juste attention qu'il n'y a pas d'anachronisme. Vous voyez, qu'il se passe un incident à ce moment-là, que ça ne soit pas raconté de façon anachronique dans le parti de personnages de Marie ou de Mina et d'autres, réciproquement. Voilà. Un petit mot à nouveau sur le titre. J'aimerais que vous expliquiez, vous avez dit que ce titre, vous y adhérez, apatride. C'est un mot fort, comme vous l'avez dit, et il ne convient pas exactement au sens strict du mot aux trois personnages. Néanmoins, si on extrapole un petit peu, si on dit que, par exemple, le corps fait partie de l'apatride qui est définie dans le titre, l'acception est tout à fait possible. Trois mots sur le titre et sur le sens que vous voulez donner à ce mot. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai dit depuis le début quand je présentais ce livre à Apatride en 2017, que le corps de la femme, c'est notre premier territoire. Vous voyez, notre corps, que ce soit le corps de l'homme ou le corps de la femme, notre corps, c'est notre premier territoire, c'est notre premier espace, c'est notre pays. Si on n'a pas le droit de décider sur notre propre corps, si nous sommes envahis par la violence du monde, violence physique ou verbale, violence étatique, violence moralisatrice sur notre corps, et puis là, dans le cas, ce sont des violences réelles, de viol, assassinat. Donc, si on est agressé à notre corps, si on est agressé à notre territoire, on nous déloge dans notre propre corps, donc on nous déloge dans notre patrie, donc on devient tous et toutes apatrides si on n'a pas le droit de décider sur notre corps, si on est délogé dans notre corps. Donc, c'est ici la notion de la patrie, la notion de son corps, de notre corps à nous, se confondent. C'est dans ce sens-là que le mot apatride m'a paru intéressant. Merci de cette précision. On va passer au dernier livre, celui qui vient de sortir. Il a quelques semaines, hein, il est sorti là, peut-être pas au meilleur moment pour sa diffusion, mais il est sorti il y a quelques semaines. Donc, il s'intitule Le Testament russe. Alors, cette fois, on a affaire à une jeune femme qui s'appelle Tania et qui est très intéressée par la littérature russe, qui la connaît très bien, qui la connaît au point d'aller enquêter sur un personnage que personnellement je ne connaissais pas, qui s'appelle Lev Moïsevitch Kliatchko, qui est un journaliste, qui est éditeur et qui a créé les éditions Raduga. Bien. Cet homme est né en 1873, c'est-à-dire exactement 100 ans avant vous-même. Il est mort en 1933.
Alors j'imagine que ce n'est pas parce qu'il avait 100 ans de différence avec vous que vous l'avez choisi, mais dites-nous d'abord pourquoi l'engouement que vous pouvez avoir, l'intérêt que vous avez pour la littérature russe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir publié Apatride, donc en janvier 2017, mois de mars à avril, tout en faisant, vous savez comment ça se passe, présenter les livres, ce qu'on appelle la promotion d'un livre, j'ai commencé à écrire vaguement un texte. Je dis texte parce que je ne savais pas encore qu'est-ce que ça allait donner, hein, quelle forme ça allait prendre. Donc, j'ai commencé à écrire un texte sur la littérature russe enfantine, traduite en bengali et en anglais. Parce que c'est avec ça, comme je disais tout au début de notre interview, où je vous ai répondu à 5 ou 6 questions en une seule fois, d'une seule traite. Alors là, j'ai commencé à écrire, à chercher, à comprendre l'influence de la littérature russe enfantine chez les bengalis. Et en faisant cela, je me suis dit quel était le rôle, quelle était la position, quelle était la condition de vie des Juifs en URSS. Faux l'URSS. Parce que c'était un pays où la notion, la foi religieuse était effacée, étouffée en tout cas. Donc, quelle était la condition de vie des Juifs en URSS, surtout que l'armée soviétique, quand même, ils ont contribué amplement à vaincre les nazis. La dernière bataille sur le lac Ladoga, vaincre les nazis, l'armée soviétique ne va pas reconnaître leur contribution. C'est un peu une petite trahison, petite grande trahison. Donc, ils sont là juste à la frontière de l'Allemagne nazie, ils ont vaincu le nazisme. Mais quelle était la condition des Juifs en URSS? Et donc, comme ça, j'ai commencé à chercher et j'ai vu qu'en 2015, la Fondation pour la mémoire de la Shoah à Paris avait organisé une exposition sur le sujet même de mon livre, c'est-à-dire sur la littérature enfantine russe. Et là, je tombe sur un petit pamphlet très coloré, comme les dessins illustrations russes, comme vous pouvez deviner dans les livres russes. Je tombe sur un paragraphe sur les éditions Haduga, et puis un autre paragraphe sur Lev Moïsevitch Kliatchko. Moi, j'ai grandi avec la littérature russe. J'étais biberonnée en littérature russe. Martina Ivanovna, Petrushka, Nikolai Ossovsky, qui a créé Pavel Korchagin. J'ai grandi avec ça. Timur et ses amis, les livres de Dmitri Mamin-Sibiriak, de Arkady Gaïdar, pour les enfants, pour les adolescents, plus tard, les classiques, évidemment, tout le monde parle de Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov, Turgenev. Et puis aussi, moi, je voulais parler principalement des auteurs qui ont écrit les livres de jeunesse, livres pour les enfants et les adolescents. Et là, je découvre que tous les livres avec lesquels j'ai grandi à Calcutta, de livres de Progrès et de Raduga et de Mir. Progrès et de Raduga publiaient principalement la littérature, et Mir, édition Mir, M-I-R, Mir, publiait les livres scientifiques. Et donc, moi, j'étais plus portée par la littérature, les livres publiés par les éditions Raduga et Progrès, et je tombe sur la vie de Lev Moïsevitch Kliatchko. Et moi, je suis bouleversée, je tombe littéralement malade. Quand je découvre qu'il a été banni, que sa maison d'édition était fermée, qu'il était mort de tuberculose, vous voyez bien, là encore, comment je suis franco-indienne. Je ne suis pas française, parce que quand plus tard j'ai parlé à mes amis ici en France, tuberculose, c'est pas la fin du monde. Il y a des sanatoriums, il faisait beau, sanatorium, on mange bien, mais je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Pour moi, la tuberculose, c'est une maladie qui frappe les gens qui sont dans les conditions misérables. C'est une maladie emblématique, symbolique même presque, pour les gens qui n'ont pas les moyens de déjà vivre, parce que ça vient dans les conditions misérables. Ensuite, ils n'ont pas le moyen de se soigner. Et ensuite, il y a une honte. Il y a honte que les familles cachent les malades. Et plus on les cache, plus ils sont mal soignés, plus ils mourraient, en tout cas, il y a quelques années encore.
Donc, parler, associer un éditeur qui a publié, qui a fondé les éditions Raduga, d'où nous parvenaient les livres si merveilleux par les auteurs formidables, y compris Mayakovsky, comme Kornetchukovsky ou Tcharushin, les dessinateurs, les peintres, et associer ce livre-là à son éditeur qui, lui, mort de la tuberculose, moi, je n'arrivais pas à accepter. Donc, j'ai vraiment souffert pendant quelques semaines. Je ne savais pas si je pouvais ou je devrais continuer à écrire ce livre, qu'est-ce que je devrais faire. Et puis finalement, imaginez bien le travail d'écrivain, l'envie, la passion. J'étais prise de lui et je suis partie à sa recherche. Et de là, j'ai vraiment envie de dire, j'ai fait remuer le terre et le ciel. J'ai contacté la Fondation pour la mémoire de la Shoah à Paris. Très gentiment, tout de suite m'a répondu, que j'ai remercié tous ces gens-là dans mon livre. Ils m'ont envoyé, enfin, ils m'ont donné la référence de la bibliothèque Kotzen de l'université de Princeton. Je leur ai écrit. Ils ne me répondent pas tout de suite parce qu'ils ne sont pas tous fous. Ils ont leur rythme de travail, mais moi, je les harcèle. Je leur renvoie un autre mail, je les appelle. À ce moment-là, je faisais une résidence d'auteur à Berlin, dans un décor idyllique, avec les lacs, les paysages que je trouvais d'ailleurs dans le livre. Donc, de Berlin, je les rappelle encore, j'obtiens quelques informations, mais qui ne me conviennent pas complètement. Donc, je contacte l'ambassade de l'Ukraine, sachant que Lev Moïsevitch Kliatchko était d'origine ukrainienne, il était né dans la ville de Vilnius, il était d'origine ukrainienne. Donc, je contacte l'ambassade de l'Ukraine à Paris. Chose magnifique, la personne qui me reçoit au téléphone, je lui dis en quelques mots qui je suis, qui j'étais, pour quelle raison, quelle est ma motivation de contacter, chercher la vie, les traces de Kliatchko. Tout de suite, il me met en relation avec la conseillère culturelle de l'ambassade de l'Ukraine. Et aussi de façon très calme, très posée, mais il me rapporte des informations extrêmement importantes. Et de là encore, je vais contacter, grâce à ces informations qu'elle m'a données, je vais contacter la World Ukrainian Congress. C'est un congrès qui rassemble la diaspora ukrainienne dans le monde. Je leur écris, pareil, à une dizaine de dignitaires. Et puis au bout de quelques semaines, quand j'ai baissé les bras, enfin, plus ou moins, au bout de 2 semaines, quand je n'obtiens pas de réponse, finalement, ils m'en répondent de façon très sympathique, très encourageante. Ils me répondent et donc finalement, je trouve la trace d'un éditeur russe installé à Boston depuis des années, depuis des décennies. Pareil, je lui écris. Quand il ne me répond pas, je leur écris. Quand il ne me répond pas, je le rappelle. Quand il ne décroche pas, je rappelle encore. Et par la suite, finalement, il m'envoie, il me répond très gentiment. Et puis, il me donne les références de l'arrière-petite-fille de Lev Moïsevitch Kliatchko. Et puis, j'entre en contact avec elle. On décide qu'on devrait se rappeler par les moyens qui existent, la technique moderne. On se rappelle et au bout de 10 minutes, on pleure ensemble. Parce qu'elle n'arrive pas à croire que quelqu'un venu de si loin, de Bengale, finalement de Paris, et qui s'intéresse à la vie de Kliatchko. Et elle voulait que j'écrive longuement sur sa grand-mère, c'est-à-dire fille de Kliatchko, Adèle, qui est là. Donc, toutes ces informations réelles qui sont là, maintenant à ma portée, et je fouille dans les archives nuit et jour, une gare en Sibérie, en 1920, je n'ai aucune référence à quoi ressemblait cette gare-là. Moi, je n'ai pas connu. J'ai visité un peu la Russie en 2018, justement, tout en écrivant ce roman. Moi, je me suis dit que je pouvais écrire, mais je ne pouvais pas publier ce roman sans visiter la Russie. Donc, je suis allée visiter. Je suis allée visiter l'appartement où vivait Kliatchko, les maisons, plein de photos j'ai prises. J'ai rôdé autour de la maison où le siège de Raduga était installé dans les années 20. Mais toutes ces informations-là, si vous voulez, c'était une noyade voluptueuse. C'était une obsession. Ça ne faisait pas un roman. C'était des informations, on pouvait faire un essai, mais peut-être pas un roman. Déjà, l'écriture de roman avait déjà continué depuis 2 ans, là. C'était déjà en pleine écriture de roman, mais la recherche était une obsession. Donc, il fallait à un moment donné, ces informations-là se transforment en matière romanesque. Et donc, finalement, j'ai choisi ce jeu, interchanger les rôles. Tania, qui est à Calcutta, qui me ressemble beaucoup,
qui grandit avec la littérature russe, entre autres, littérature du monde, spécialement russe. Elle me ressemble, mais moi, j'ai composé le personnage en troisième personne, et Adèle, qui est la fille de Cléachko, qui n'a jamais vécu dans un foyer pour les personnes âgées. Mais Vous moi, le dites à la fin du livre. Oui, je l'ai imaginé en foyer pour les personnes âgées. Et moi, j'ai écrit en première personne. Moi, je suis glissée dans la peau d'Adèle. J'ai écrit « Moi, Jo, une vieille juive russe ». Ça m'a beaucoup amusé à m'imaginer en vieille juive russe. Et là, ça m'a permis de dire tout ce que j'avais à dire sur l'Union soviétique, sur sa politique pour les livres, sur la sanction, sur la position sanctionnaire, position arbitraire, beaucoup de fois, pour les livres, pour les auteurs, la censure que l'État russe, l'État soviétique exerçait à l'égard des livres, à l'égard de la littérature dite bourgeoise. Ça m'a beaucoup rappelé le climat d'aujourd'hui, beaucoup en France aussi, qu'il y a le discours divisé, le discours binaire. Soit on est totalement engagé, on a une littérature partisane, soit il y a un désengagement total. Donc, moi, j'avais envie de parler du livre, de la littérature, comment, tout en étant engagé, on peut maintenir sa créativité littéraire. Tout cela, je n'ai aucune information là-dessus sur Adèle. Je ne sais pas exactement à quoi elle ressemblait. J'ai quelques photos que sa petite fille m'a envoyées, mais ses amours, ses pensées sur l'amour, ses pensées sur la politique, ses pensées sur le livre, je ne les connais pas. Tout ça, j'ai inventé et ça m'a beaucoup amusé d'inventer et de créer ce personnage. Est-ce que l'on pourrait dire, malgré peut-être le paradoxe que ça peut être, que ce livre, avec lequel les liens sont distendus par rapport à l'Inde, par rapport à Paris, puisqu'il y a la Russie qui interfère, et d'une façon extrêmement présente par la littérature, par la politique, par tout ça, mais est-ce qu'on peut dire est-ce que je me trompe si on dit que c'est peut-être votre livre le plus personnel, en tous les cas sur l'écriture, sur la littérature? Vous dites des choses qui n'étaient pas dites précédemment. Il y avait des choses personnelles peut-être qui interféraient, mais là, sur le creux de l'écriture, sur la manière de dire, sur la force, sur le poids des mots, il y a des éléments très importants qui sont dits, soit par l'un ou l'autre des personnages. Est-ce que je me trompe en disant ça? J'espère que vous ne vous trompez pas, parce que c'est un énorme compliment que vous faites. Merci infiniment. Merci beaucoup, beaucoup Bernard de dire ça, d'avoir lu de cette façon-là le Testament russe. Oui, j'étais au plus près dans mes pensées. J'avais comme l'impression que depuis Assommon, Calcutta et Apatride, ces trois livres-là, où la part politique a été importante, c'est comme si j'avais un devoir d'écrire ce livre-là. Et ce livre-là, le Testament russe aussi, j'avais besoin de décrire une autre Inde, une autre Bengale, créer un autre visage de Calcutta, Calcutta littéraire, Calcutta engagé littérairement. Mais oui, c'est vrai que quelque part, peut-être je suis plus posée. Je ne dirais pas apaisée, parce que les moments ont été pour moi bouleversants. Cette quête pour Cléachko, c'était une recherche passionnée pour moi. Mais oui, quelque part, je pense que j'ai pu laisser de côté, je ne dirais pas derrière moi, de côté la condition actuelle de la France. Vous voyez ce que je dis? Peut-être c'est ça qui m'a permis de ne pas commenter l'actualité de la France, où je vis aujourd'hui, ne pas avoir une réaction épidermique vis-à-vis de la France, telle que je connais, continue à connaître aujourd'hui, parler de Calcutta, de l'Inde dans mon enfance et dans mon adolescence, évoquer l'Inde d'hier et inventer la Russie soviétique telle que j'ai pu imaginer. Peut-être c'est ça qui m'a permis de partir ailleurs et ne pas avoir une réaction épidermique vis-à-vis de la condition réelle de la France. Peut-être c'est de là l'écriture vous paraît plus mature, plus profonde, j'en sais rien. Je n'oublie pas de céder la parole à Christine Cornet, mais j'aurais encore deux questions peut-être
si vous voulez bien répondre assez rapidement. Il y a une phrase sur laquelle j'aimerais que vous réagissiez, parce qu'elle me semble un petit peu matérialiser votre travail qui part de la littérature, de la lecture pour arriver à l'écriture. Voilà, c'est une phrase que j'ai notée en page 38, donc du Testament russe. Il ne s'agissait plus de suivre les phrases qu'elle avait lues, mais d'inventer celles qu'elle aurait aimé encore lire. C'est-à-dire, est-ce que d'une certaine façon, vous ne considérez pas l'écriture comme un prolongement de la lecture? C'est-à-dire que vous lisez des choses qui vous intéressent plus ou moins, certaines vous intéressent beaucoup, et vous avez envie, oui, de prolonger et de donner et d'apporter vos mots à ceux des autres. Oui et non, parce que tous les écrivains, beaucoup, en tout cas la majorité des écrivains nous réclamons qu'on a lu, qu'on a beaucoup lu et qu'on continue à lire. Et puis, tous les lecteurs ne sont pas des écrivains et c'est tant mieux parce que le rôle des lecteurs sont extrêmement importants, complémentaires. Sans les lecteurs, les écrivains n'existent pas, nous cessons d'exister. Mais c'est pas tant que dans la prolongation, je dois dire il arrive, je pense, que tout en lisant, tout en étant un lecteur, une lectrice passionnée, il arrive un moment où vous avez un besoin. Ce n'est pas une envie. On n'a pas envie d'écrire. On a besoin d'écrire. On ne peut pas dire que j'ai envie d'écrire, oui, je vais me lancer en écriture. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un besoin. Si on n'écrit pas, on n'arrive pas à bien respirer. On arrive à ce stade-là que pendant quelques jours, si je n'écris pas, je ne me sens pas bien. C'est un mal dans le corps, c'est un mal-être. Et donc, il faut passer à l'écriture. Donc, à ce moment-là, toutes les lectures qui sont là derrière moi, ils sont là, ils sont sédimentés quelque part, ils sont là. Mais moi, j'ai envie de dire qu'un écrivain abouti, c'est certainement quelqu'un qui arrive à apporter son regard novateur sur le monde. Il arrive à vous faire voir des choses qui sont déjà là, mais sous un autre angle, sous une autre lumière. Il n'invente pas les mots, il n'y a pas forcément de néologisme, toujours, mais les mots sont déjà là, mais un écrivain abouti redonne un nouveau sens, une nouvelle signification, une nouvelle lumière, des nouvelles sensations à des mots déjà existants, et il emploie les mots, il crée tout un autre champ lexical dans le sens de signification. Ils sont déjà là, ces mots-là. Ils n'inventent pas un nouveau champ lexical, ils créent un nouveau champ lexical avec leur signification renouvelée. Donc, c'est en ce sens-là qu'il y a un point de rupture, si vous voulez, où il y a un point de fin, de finitude à la lecture, et puis commence l'écriture. Là où on a un élan intellectuel, on a un élan linguistique à l'intérieur, dans son cerveau, qu'on a la possibilité de proposer des nouveaux mots, un nouveau regard, une nouvelle vision, des nouvelles sensations par son écriture-là. Un mot pour terminer cette première partie de l'entretien sur la langue, ou plus exactement sur les langues. Je vous ai récemment interrogé à propos d'un projet justement sur la sédimentation, les langues qui sont un petit peu derrière cette expression en langue française que vous avez, et vous avez apporté les notions de langue natale et de langue vitale. J'aimerais bien que vous nous définissiez un tout petit peu ce qu'est votre langue natale, ça je pense qu'on l'a vite compris, mais la langue vitale, et pourquoi l'emploi de ce mot vital? Moi, c'est ce que j'ai envie de dire parce que moi, quand on me présente souvent comme l'auteur, l'écrivain de la francophonie. Et à partir de là, j'ai commencé à rédiger un nouveau texte. Je suis en train de travailler sur un nouveau livre qui n'est pas un roman, mais un essai sur ce qui est ma francophonie. Je ne commande pas la francophonie de tout un chacun, mais je parle de ma francophonie à moi. Il était question pendant toutes ces années de langue maternelle. Vous voyez, on parlait de la langue maternelle et langue étrangère. Donc, c'est moi qui propose ces deux termes, et c'est pour ça que je vous ai écrit dans le mail ces deux termes-là. C'est que la langue maternelle, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a une langue paternelle? Est-ce qu'il y a une langue amicale? Est-ce qu'il y a des langues amoureuses? C'est pour ça que je dis langue natale. Et venant de l'Inde, comme nous avons beaucoup de participants ici aujourd'hui à notre entretien, beaucoup de gens de l'Inde,
nous serions d'accord, très probablement, qu'en Inde, il y a tellement de langues, 22 langues officielles, qu'il y a plusieurs langues natales et ambiantes. Il y a la langue natale pour moi, bengali, et puis la hindi. Toutes les langues du nord de l'Inde se ressentent, on se comprend, assamien, gujarati, marathi, on comprend. Hein, on ne va pas traduire, on ne va pas s'aventurer à traduire les écrivains si on ne maîtrise pas la langue, mais on se comprend. Donc, de là vient, pour moi, j'ai décidé de l'appeler, pour moi, pas la langue maternelle, pas la langue maternelle, mais la langue natale. Maintenant, parlons de la notion de la langue étrangère. Oui, bien sûr. Le français était pour moi, au début, pendant longtemps, la langue étrangère ou une langue étrangère. J'avais bengali, j'avais hindi, j'avais l'anglais. Je dis j'avais parce que je l'ai possédé quelque part. Je l'avais dans mon corps. J'avais un champ lexical, j'avais des réserves des mots en bengali, en hindi et en anglais, avec le degré varié, évidemment, vous avez compris. Ensuite, il arrive qu'à l'âge de 22 ans, je commence à apprendre le français. Au début, évidemment, c'est une langue étrangère. Il y a le programme cursus FLE, FLE, français langue étrangère, n'est-ce pas? Mais à partir du moment que je commence à vivre en France, à Paris, cette langue étrangère commence à devenir petit à petit une langue autre. Elle n'est plus étrangère à moi. Étrangère, c'est quelqu'un que je ne connais pas, qui reste toujours à la frontière. La langue française devient une langue autre. Elle est parmi d'autres. Elle est avec bengali, hindi, anglais. Et puis, il arrive le moment où le français devient la langue vitale. Parce que je vois, après 20 ans de vie en France, ce qui est plutôt normal, je trouve qu'il n'y a pas d'interrogation exagérée, il devrait y avoir là-dessus, c'est que je conçois la vie en français. Je ne sais plus concevoir ma vie. Ma vie, je parle de ma vie dans une autre langue que le français. Le matin jusqu'à la nuit, de nuit jusqu'au matin, parce que dans mes rêves également, les gens, moi, je parle, je réponds en français, je réagis en français. Donc c'est pour ça que c'est une langue vitale. Et toutes les autres langues dans ma vie, les langues natales, finalement, sont devenues les langues qui sont plus manifestes, qui sont plus à la surface, sont comme les langues rivières souterraines, sont là, un peu cachées, parfois dans des moments précis, elles surgissent de façon verticale, elles jaillissent de façon verticale, mais la vie, elle est conçue, ma vie, elle est conçue aujourd'hui en français. C'est pour ça je tiens à maintenir ces deux notions, langue natale et langue vitale, et le français est ma langue vitale aujourd'hui. Je me permets, puisque vous avez... Dites-moi. Non, allez-y. J'allais passer la parole à Christine Cornet. Mais... Et justement, là, j'ai envie de dire, j'ai envie d'ajouter à propos de cela, la notion d'exil. Bernard, vous êtes gentil, vous ne posez pas, ni à moi, ni à d'autres écrivains que vous interviewez, ou que vous avez interviewé longuement dans le passé, et ça va venir bien sûr, vous ne représentez pas, vous ne présentez pas comme les exilés. Je vous remercie pour ça. Parce que, croyez-moi, c'est devenu pour moi un point de combat. Parce que je ne comprends pas pourquoi et comment on emploie le terme l'exil et l'exilé de façon si cavalière. Vous voyez, le mot exil, c'est extrêmement, comme apatride, exil, c'est extrêmement grave, radical. Définition d'un exilé, c'est que quand quelqu'un a été forcé, obligé de quitter un pays et obligé aussi de vivre dans un pays qui n'est pas le sien, où il s'en sent mal, où il n'est pas heureux, où ils ne se sont pas accueillis. Ce n'est pas le cas pour moi, pour beaucoup de gens qui ont choisi de vivre en France, qui n'ont pas le lien postcolonial avec la France. Moi, je suis venue à la langue française et par la suite, le pays qu'est la France, par amour, par passion pour la langue française, par amour pour la littérature française. Donc, le mot exil ou exilé ne convient strictement pas. C'est une notion qui est très étrange. Moi, je développe davantage dans mon roman, dans mon essai que je suis en train d'écrire, pourquoi et comment on a besoin de désigner les gens comme exilés. Donc,
cette notion d'exilé qui crée, si vous voulez, une caste à part. Il y a la littérature française qui est écrite, qui est créée, qui continue à se créer par les auteurs écrivains franco-français. Et puis, il y a la périphérie, il y a au-delà du périphérique, vivent dans les zones les écrivains de la francophonie. Alors, francophonie, c'est une idée de Léopold Sédar Senghor, il est magnifique, de fédérateur. C'était une idée fédératrice, une idée de rassemblement. Mais aujourd'hui, il faut outrepasser la francophonie. Il faut outrepasser la francophonie. Nous sommes des écrivains de langue française. Nous sommes des écrivains, si on a la nationalité française, ce qui est mon cas, je suis citoyenne française depuis 10 ans maintenant. Donc, pour nous, c'est notre langue d'écriture, c'est notre langue vitale. Si on nous parle constamment que si c'est la littérature de la francophonie, ou encore, ça m'est arrivé rarement, mais passer mon livre parmi les littératures étrangères, est-ce qu'on imagine la violence de cet acte-là, comme hôte, qu'on ose monter ma langue d'écriture, ma langue vitale. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il y a la notion du centre et la périphérie qui crée aujourd'hui la francophonie. Il faut outrepasser la notion de la francophonie. Il faut juste commencer à parler de la littérature écrite dans la langue française. Imaginez, l'anglophonie n'existe pas. On peut être chinois, canadien, australien, indien, on écrit en anglais. Ça fait partie d'un livre qui est écrit en anglais, tout simplement. On n'a pas besoin, on ne peut pas, si vous voulez, contrer. On ne peut pas faire face à la position puissante, position empirique de l'anglais dans le monde. On crée une zone de la francophonie. Ça crée une zone à l'intérieur de deux zones. Ça nous affaiblit, ça nous renforce, ça nous rend pas plus fort. Donc, c'est une erreur de créer une zone à l'intérieur de zones, ce qui pour moi, enfin, je développe davantage dans mon essai. Vous verrez si ça sera publié. On va se débattre encore. Merci pour ces réponses, pour les réponses aux 5 ou 6 questions que je n'avais pas posées, et y compris à cette dernière. Il y a 2 mots que je n'avais pas employés, c'était francophonie et exil, et vous avez dépassé cela, vous avez même répondu à la question que je n'avais pas posée. Donc merci beaucoup. Je passe la parole à Christine Cornet depuis New Delhi. Elle est attachée pour le livre Les idées et le savoir à l'ambassade de France, à l'Institut français en Inde, et je pense qu'elle devrait apparaître à l'écran et vous poser les questions qui ont été transcrites par les spectateurs qui nous ont écoutés. Christine, c'est à vous si vous m'entendez, je l'espère. Merci beaucoup. Est-ce que la technique rend possible tout ça? Voilà. Oui, absolument. Merci, merci beaucoup. Merci Bernard et Shumona pour cette première partie. Alors, je vais donner tout de suite la parole, peut-être pas à tous ceux qui nous écoutent et que je remercie très chaleureusement. Et je voudrais justement juste commencer, Shumona, par un commentaire. Il y en a beaucoup qui n'arrêtent pas, je n'ai pas le temps de tous les lire, il y en a beaucoup qui tombent et c'est simplement merveilleux. Et je voudrais dire que ce soir, je crois que vraiment, c'est le début d'une nouvelle aventure littéraire. Je voudrais simplement souligner une personne qui dit « Vous êtes une femme extraordinaire, Shumona, battante, votre énergie est communicative, intelligente. Je me sens magnétisée par votre discours. Merci pour toutes ces subtilités. » Et je trouve qu'en introduction, c'est absolument merveilleux. Pour revenir à votre œuvre et plus particulièrement le dernier roman, une question qui revient parmi nos auditeurs, c'est pourquoi le titre « Le Testament russe ». Alors, j'avais un autre titre de travail pendant un long moment. Et puis finalement, discutant avec mon éditeur Jean-Marie Laclaftine, que je remercie encore, je ne remercierai jamais Jean-Marie Laclaftine, que vous connaissez certainement, écrivain et éditeur chez Gallimard. Finalement, on a pensé que ça serait mieux de trouver un autre titre. Et effectivement, j'ai pensé au chef-d'œuvre d'André Makin, Le Testament français,
Effectivement, je ne me compare absolument pas à lui qui est un grand écrivain, membre de l'Académie française. Mais oui, j'avais dans la tête ce titre d'André Makin, Testament français, et puis j'ai choisi Testament russe. Alors, mis à part cette allusion, enfin inspiration plutôt, d'emprunter de Makin, qu'est-ce qui ça m'a paru intéressant dans le terme testament? Effectivement, c'est... Au début, Bernard m'a posé une question, plutôt un commentaire question, qui m'a amusé, mais qui n'était pas complètement faux, ce commentaire. C'est que quand j'ai découvert que Pliatchko était né 100 ans auparavant, jour pour jour, 1873, en mois de juin, 10 juin, et moi je suis 27 juin, j'étais tellement embarquée dans cette histoire, j'étais tellement passionnée par lui, ces dates ne m'ont pas paru anodines. Et donc, quelque part, j'ai voulu que ça soit... on ne peut pas rendre justice à nos morts. Pliatchko, il est mort, Bernard au début disait qu'on ne connaît pas. Même mes amis écrivains russes me disaient, mais comment vous avez pu le contacter, enfin, contacter sa famille, comment vous avez trouvé sa trace, parce qu'on ne parle pas, nulle part on parle de Pliatchko. Donc, on reparle à la justice, il y a des morts qui sont entrés dans l'oubli, et moi j'avais envie de lui rendre justice quelque part. J'étais prise par Pliatchko, j'ai terminé le livre, mais il m'en manquait encore, donc je pense que quelque part j'ai imaginé, j'ai inventé, si lui, il avait laissé un testament, ça serait ça. Comme moi, je suis héritière sur le plan émotionnel, pas matériel, héritière de Pliatchko, c'est dans ce sens-là le testament. D'accord. Merci beaucoup, Shomona. Alors, vous savez, beaucoup d'étudiants apprenants de français nous écoutent, pas seulement en Inde, mais dans le monde entier. Avez-vous un message? C'est une question, je le souligne, de Balver Arora, qui est un pilier du français en Inde et des alliances françaises. Avez-vous un message pour les jeunes qui veulent faire des études en France, qui veulent aussi, je voyais une question tout à l'heure qui disait j'espère que la langue française se transformera pour moi en langue vitale. Donc, quel est votre conseil? Mais ça, je pense que vivre dans un pays francophone aide beaucoup à ce que la langue entre dans notre corps, dans notre psyché, dans notre cerveau, de façon qu'elle devienne presque inconsciente. On continue à penser de façon inconsciente. Mais quand on ne peut pas vivre, séjourner longuement dans un pays francophone, dans ce cas-là, il faut lire. Il faut vraiment beaucoup lire. Et là, récemment, j'ai une idée. En réfléchissant à mon propre parcours, je me suis dit que quand j'étais encore étudiante, d'abord à Ramakrishna Mission School of Foreign Languages à Calcutta, ensuite à l'Alliance française, ensuite à Hyderabad, à Central Institute of English and Foreign Languages, je lisais, parce que c'était dans le programme, parce que j'avais envie, les romans du XXe siècle, XXIe siècle, le Moyen-Âge, XVIIIe, XIXe siècle, mais aussi, quand je suis arrivée en France, avant de même arriver en France, ce qui a eu lieu, c'est que dès mon adolescence, j'étais passionnée par la poésie, mais regardez ce qui se passe avec la forme d'un poème. Vous n'avez pas les grandes phrases, longues phrases complexes. Vous avez seulement des mots en bribes, seulement des mots en inverse. Et si vous avez la sensibilité pour réagir, pour ressentir quelque chose face au poème, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui n'a pas encore accès à des phrases longues, complexes de la littérature dans les romans et dans les essais. Vous voyez ce que je dis? Ça arrivera après un certain temps d'apprentissage et de maîtrise en français. Mais si déjà on peut s'intéresser à la poésie, et si on a cette sensibilité, parce que ça ne se force pas, vous voyez, ça ne s'impose pas. Mais si on a cette sensibilité à la poésie, les mots en inverse, sans construction complexe et compliquée, ça peut créer des sensations. Et ces sensations-là, grâce à la langue française, qui n'est pas complètement construite de façon romanesque, complexe, peut donner
ouvrir une autre porte vers la langue française qui peut donner un sentiment, une impression de facilité, d'avoir accès à la langue française. Je ne sais pas si j'arrive à expliquer. Si, très bien. Mais la poésie, ça peut être intéressant. Je pense, Shimona, c'est extrêmement intéressant cette invitation à lire de la poésie que l'on fait souvent très tardivement après l'apprentissage du français, oui. Alors que, comme vous l'avez très bien dit, c'est la musicalité de la langue, c'est aussi l'émotion de la langue. Et je crois qu'effectivement, il faut passer par la poésie. Une autre question, pensez-vous qu'il y ait des points communs entre votre style d'écriture et celui de Jhumpa Lahiri, qui, vous savez, cette auteure indienne qui a immigré notamment en Italie, qui a reçu le prix Pulitzer pour la fiction en 2000 et en 2014 qui a reçu la médaille nationale des humanités. Cette question est posée par Manmin Singh, que je salue, qui est un brillant doctorant. Et voilà, donc, est-ce qu'il y a des similitudes dans votre style d'écriture? Je n'ai vraiment rien lu de Jhumpa Lahiri. Il y a quelques années, j'avais commencé à écrire son recueil de short stories. Et puis finalement, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas continué. Moi, je me sens très proche. On ne peut pas lire toute la littérature russe, française et s'intéresser à tous les auteurs. Non, parmi les écrivains indiens contemporains, j'ai absolument adoré le God of Small Things, le Dieu des petits riens d'Arundhati Roy. J'ai énormément adoré Loin de Chandigarh, qui en anglais c'est Alchemy of Desire, Loin de Chandigarh de Torun Tejpal. C'est un chef-d'œuvre vraiment pour moi. Donc, je me sens plus proche de cette écriture, si vous voulez, enflammée, qui n'est pas très posée, qui n'a pas la distance apaisée, qui est vraiment là-dedans, qui entre chaque fois dans le monde de la baleine. Donc, Arundhati Roy et Torun Tejpal, mais je vais peut-être réparer la lacune. Je vais finalement m'intéresser à Jhumpa Lahiri parce que ces temps-ci, souvent on m'en parle. Oui. Alors, nous avons des auteurs d'ailleurs, et Amit Chaudhuri qui nous suit ce soir, j'ai vu tout à l'heure, donc un confrère. Emalata Sekar, une question: comment choisissez-vous les prénoms de vos personnages et sont-ils en lien avec votre propre vie? Bonne question, mais je ne saurais pas le dire parce qu'il y a un moment qui apparaît. Avant même de commencer à écrire, il y a un prénom qui apparaît et je choisis, remarquez les prénoms que jusqu'ici que j'ai choisis. Dans Assommons les pauvres, la narratrice qui me ressemble, elle n'a pas de prénom. Elle dit moi je, elle n'a pas de prénom. D'ailleurs, aucun personnage, n'est-ce pas Bernard? Des pays n'ont pas de nom, les personnages n'ont pas de nom. Il y a seulement une personne, Lucia, qui a son prénom, qui a droit à avoir un prénom. Et puis Calcutta, c'est Trisha. Ici, c'est ensuite Esha. Et là, dans le Testament russe, c'est Tania. Eh bien, à part Tania, que je cherchais vraiment un petit prénom russe, puisque l'histoire, c'est que le père de Tania va lui donner un prénom russe. Mais Esha et Trisha, si vous voulez, ce sont des prénoms chez les Bengalis, surtout, qui sont des de courtes syllabes, de prénoms très courts, qui ne sont pas très traditionnels. Vous voyez, ce ne sont pas des prénoms très traditionnels, qui n'ont pas de signification religieuse, qui ont d'ailleurs une aspiration un peu intellectuelle, un peu militante, etc. Et là, alors, ça n'a rien à voir. Oui, dites-moi. Pardon de vous interrompre. Comme il y a beaucoup de questions, on va essayer de répondre encore. Oui, je rebondis, comme on dit vulgairement, sur le terme militante. Une question d'un auditeur ou d'une auditrice de Sangari Anandaraja. Vous définissez-vous comme une auteure engagée et prêtez-vous
à vos personnages indiens une personnalité imprégnée d'indianité, ou est-ce que finalement, inconsciemment, vos personnages sont influencés par la France? Donc, il y a deux questions. La première, êtes-vous une auteure engagée? Réponse très courte. Je vais inverser et je vais répondre de façon rapide pour respecter tout le monde. Alors, ça ne me dérange pas comme on désigne comme écrivain engagé dans la vie en France, pour la France, pour l'Inde, pour les raisons politiques. Il m'arrive d'écrire des tribunes dans Libération, dans l'Humanité, donc vous devinez bien de quel côté je me penche. Je ne vais pas m'épancher là sur ma position politique, mais si j'écris dans Libération et surtout dans l'Humanité, vous imaginez bien. Et puis surtout pour qu'il n'y ait pas d'une politique hégémonique, suprémaciste de telle ou telle communauté religieuse en Inde ou en France pour la liberté de presse, contre la violence policière, pour plus vers une société plus égalitaire. Donc oui, je reste engagée. En revanche, dans mes romans, j'essaie d'éviter à tout prix d'avoir un discours binaire. C'est d'ailleurs sur le sujet même du testament russe, ne pas avoir un discours binaire, dogmatique, en noir et blanc, peindre le monde en noir et blanc. Et ce qui m'intéresse, c'est la complexité des personnages, les complexités de la vie. Et donc, dans ce sens-là, mes livres seraient, j'espère, jamais des pamphlets politiques. Il resterait des romans qui vont essayer de retracer la vie complexe. Et une deuxième question, enfin, qui était posée en premier, je ne cherche pas vraiment à savoir quelle est la part d'indianité. Je ne cherche pas à savoir. Moi, je suis métisse culturelle. Mon travail, les années après les années, livre après livre, c'est les autres à voir, à interpréter à sa façon. Quelle est la part indienne, quelle est la part française dans mes romans? Moi, je n'y pense pas. Je cherche des histoires, je suis mes personnages, et donc c'est impossible de chercher le pourcentage de votre être. C'est impossible. Vous, Christine Cornet, qui est à Delhi, comment vous placez si vous achetez une statuette de la culture indienne? Qu'est-ce que vous devenez, vous, franco-indienne, du jour au lendemain? Vous ne saurez pas le dire, et c'est pas là l'intérêt. Donc, nous sommes tous métis quelque part. Il y a plusieurs influences. Nous sommes traversés par plusieurs influences, et voilà. Merci beaucoup. Encore une ou deux questions, peut-être. En fait, j'ai envie de lire 3 phrases, page 188, qui répond à plusieurs questions qui sont apparues. Je croyais avoir un langage bien à nous, celui de notre patrie, celui qui rassemble les peuples les plus divers et éloignés. Un pays n'est pas qu'un territoire géographique ou politique. Un pays est un rêve, un vaste champ de possibilités, sans limites, sans frontières. Shomuna, est-ce que la France est ce pays? Ah ben, écoutez, cette question, Christine, merci d'abord déjà. C'est un de mes passages préférés. J'avais envie de dire cela et j'avais envie de passer ces messages-là en empruntant le corps d'Adèle. Ce sont mes pensées à moi et effectivement, je dirais oui et non. Il y a la France de ceux qui croient qu'un pays, c'est un champ des possibilités, qu'il n'y a pas de frontières. Et puis aussi, il y a la France de ceux qui sont anti-immigration, qui sont anti-étrangères, qui sont là toujours à monter les piquets, des fils à barbelés. Donc, je pense que malheureusement, ça serait un combat perpétuel. Vous voyez, la civilisation humaine, nous sommes d'accord, je ne vous apprends rien de nouveau. Enfin, vous me posez les questions, mais vous le savez déjà certainement. Ça fonctionne par spirale. C'est une évolution, ça fonctionne par spirale. On croit qu'on a gagné certains combats fascistes ou néo-nazis ou suprémacistes dans les années 20 jusqu'en 1945. Ce n'est pas la fin de ces revendications
suprémacistes. Les nouvelles générations des suprémacistes arrivent, donc il faut continuer le combat. Donc la France aujourd'hui, il y a une grande partie des Français qui croient à la vie sans frontières, ça je dois le dire. Et puis, évidemment, effectivement, il y a des micro-groupuscules, des radicaux de Front National ou d'autres groupuscules qui sont là, qui détruisent nos rêves. Oui. Merci beaucoup. Alors, je voudrais poursuivre sur vos territoires d'écriture qui offrent de merveilleuses possibilités. Ce que vous écrivez quand on suit votre œuvre, ce n'est pas de l'autofiction, ce n'est pas non plus du roman historique, ce n'est pas le roman de l'exil, c'est beaucoup plus que ça. Et dans ce dernier roman, moi, ce qui m'a frappé, c'est sans doute ma fibre d'historienne, c'est justement que vous avez été aussi historienne. Vous êtes allée donc sur les traces d'Adèle, et moi, j'ai été particulièrement impressionnée par la recherche, une véritable recherche d'historiens, les archives, les bibliothèques tout autour du monde. Et ça, je trouve que c'est une quête pour inscrire vos personnages dans une réalité historique qui est absolument extraordinaire et qui a induit, je pense, également la construction narrative de votre roman, pas simplement à deux voix, mais deux époques, deux femmes qui vivent à deux époques différentes et deux façons d'écrire, l'une avec le jeu rétrospectif d'Adèle, dans laquelle vous êtes entrée et que vous avez incarné, et l'autre, la troisième personne du singulier. Et cette construction est, je trouve, d'une subtilité audacieuse et fonctionne très très bien. Et puis on apprend énormément de choses justement en histoire. Donc, Shumona, êtes-vous historienne? Quand un roman s'inscrit volontairement dans un cadre historique, avec des références historiques, il y a un travail d'historien archiviste. Un roman propose une autre version de l'histoire. C'est altéré, c'est une version altérée, pervertie de l'histoire qui existe déjà. C'est ça qui m'a intéressée. Mais c'était toujours, si vous voulez, une part dans les recherches. Je passais mes jours et mes nuits entières à chercher à savoir comment serait une gare en Sibérie dans 1920, comment serait un poêle russe dans les années 50, comment seraient les vitres. Ça m'a manqué énormément de ne pas connaître la Russie de 1920, 30, 50. Mais c'était un manque dans le corps, vous voyez. Et finalement, avec quelques rares informations qu'on peut trouver dans les archives, dans les images, et puis j'ai inventé, par exemple, introduit un chat, vous voyez, un chat qui est là, parlant de l'édition Raduga, qui est Maison d'édition, qui est oubliée, cette première maison d'édition, et puis introduit un chat dans cette maison qui dormait sur la machine à écrire de Lev Moïsevitch Kliatchko. Ça m'a amusé. Donc, il y a une part sérieuse, obsessionnelle, acharnée dans les archives, et puis de temps en temps, j'ai envie de m'amuser, donc je fais une rupture, je fais surgir un chat, une petite fille qui dessine sur la nappe blanche de la table. Oui, ce sont des moments d'amusement aussi. Oui. Alors peut-être si Bernard m'autorise peut-être une dernière. Bien sûr, bien sûr. Merci Bernard. Peut-on dire Pardon? Non, je n'ai rien dit, moi. Est-ce que peut-on dire, Shumona, que la langue française vous a fait naître romancière? Oui, on peut le dire parce que j'ai écrit des poèmes, quand je disais tout au début de mon entretien, je disais à Bernard, j'ai écrit des poèmes en prose, en bengali, mais il est arrivé un moment où j'étais
comme face à une porte fermée à l'intérieur de moi. Et je n'avais pas les moyens d'ouvrir ces portes-là. Je n'avais pas les moyens de franchir une barricade qui était à l'intérieur de moi. Mais je suis devenue adulte, je suis devenue femme, je suis devenue écrivaine à l'intérieur l'intérieur de la langue française, dans l'espace délimité de la langue française, et les questionnements, les interrogations qui constituent même mes livres, qui ne sont pas des essais, mais ce sont des romans, mais à l'intérieur de ces romans-là, ces questions sur les langues vitales, sur les langues natales, sur le besoin de voyager ailleurs, sur le besoin de se réinventer grâce à une autre langue, qui sont les composants dans mes romans-là. C'est certainement parce que j'ai quitté ma langue natale, j'ai quitté mon pays natal et je suis venue vivre à l'intérieur dans la langue française qui est devenue ma langue vitale, qui aujourd'hui je vis en France. C'est certainement ce voyage-là, cette rupture-là qui m'a permis d'avoir une genèse, si j'ose dire, exaltante à l'intérieur de la langue française. Et puis aussi, je dois dire que on a parlé de Jhumpa Lahiri ou de Torun Tejpal ou de Arundhati Roy. Remarquez souvent, Torun Tejpal, c'est pas seulement romancier. Lui, il est rédacteur-chef. Il était rédacteur-chef de Tehelka, la revue qui ressemble à Mediapart. D'accord, Torun Tejpal. Et donc, à part cela, Arundhati Roy, elle a vécu à l'étranger. Jhumpa Lahiri aussi à l'étranger. Mais quand on vit dans le milieu social des classes moyennes, plus ou moins aisées de Bengale, on ne se permet pas, c'est la société nous impose, et par la suite, on ne se permet pas de penser de façon libre quand on est femme. Il y a des censures, il y a des autocensures qui est là à l'intérieur de nous quand on continue à écrire dans la langue bengali. Et sachez que moi, j'avais 22 ans, 23 ans, j'écrivais pour les revues littéraires bengali à Calcutta, les poèmes en prose. C'était parfois considéré, le groupe, pas moi, mais revues étaient considérées comme pornographiques parce que écrit librement du corps de la femme, de désir, de sexualité, tout cela, ça reste un énorme tabou, vous voyez. Les écrivains indiens qui arrivent à échapper à cela, à cette autocensure, et censure et autocensure, ils écrivent en anglais, en Indian English. Donc, je pense, aujourd'hui, en 2021-20, on a certainement franchi quelques étapes, mais il y a 20 ans encore, dans la littérature régionale, dans la littérature indienne écrite dans les langues régionales, il y avait encore beaucoup de censure, beaucoup d'autocensure. Donc, penser en français, ça m'a permis de vraiment faire dépasser ces frontières-là, ces chaînes-là, ces codes moralisateurs, des valeurs moralisatrices. J'y pense même pas à ce que je peux dire aujourd'hui et m'en dire en silence et dans mes livres en français. Cela, aujourd'hui encore, je ne pourrais pas me le dire en bengali. Peut-être alors que pour les apprenants de français qui vous suivent, et ils sont nombreux et leurs commentaires sont d'une émotion vraiment rare. Donc, merci à tous les auditeurs. Et peut-être, justement, peut-on dire que pour vous, en tout cas, le français est véritablement devenu une langue d'émancipation. Oui, complètement. C'est la langue française qui m'a permis, mais je mesure mes mots. Ces dernières années, j'ai dit beaucoup le français est ma langue d'émancipation, langue émancipatrice. Je mesure parce qu'il m'arrive, Christine, dans des rendez-vous littéraires, dans des festivals littéraires, que je partage le plateau, je partage l'estrade avec les écrivains de la francophonie venus de Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne. Et là, la question de la colonisation, la question de la langue française, la question de la francophonie est vue parce qu'elle est vécue autrement. Il y a une part politique, une charge politique qui est tellement importante que ma position paraît un peu délicate. Vous voyez, donc aujourd'hui, j'ai envie de dire cette langue émancipatrice, c'est à l'intérieur de la littérature. Si je parle de la condition féminine en France en tant que femme étrangère noire seule, ça donne l'occasion d'un nouveau débat, ça donne l'occasion d'un autre livre qui ne serait pas tout à fait probablement conforme à cette notion de l'émancipation. Vous voyez, là, parce qu'à ce moment-là, je serais obligée de parler comment il y a des sanctions là aussi dans la société française, quand on est femme, quand on est noire, quand on est seule. Mais à l'intérieur de la littérature,
en parlant dans mon chemin personnel, solitaire, intime, à ce moment-là, oui, la langue française, elle était totalement révolutionnaire pour moi. Plus qu'émancipatrice, elle était révolutionnaire parce qu'elle m'a donné une nouvelle vie. Elle m'a donné accès à des pensées que je soupçonnais même pas. Je crois que nous avons largement dépassé notre temps. Juste, je dirais, je cite Rissa Damania, Madame Sina, vous êtes vraiment formidable et une inspiration pour nous tous. Juste une citation pour terminer. Le pouvoir, je vous cite, hein, Shumona, le pouvoir des mots est sans limite, sans faille, mais parfois les mots sont là pour mieux faire entendre le silence. Alors, on va faire entendre le silence. Merci Oui, à oui. tous ceux qui ont contribué techniquement à faire ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui. C'était une première pour nous tous. Je voudrais signaler que le prochain invité, elle a confirmé son accord de ces rencontres, sera Kim Thuy. Kim Thuy est une jeune femme qui a dû quitter le Vietnam dans des boat people, qui se retrouvait en Malaisie et ensuite au Québec. Elle est depuis devenue écrivaine en français à partir du Québec. Elle a écrit en particulier 3 romans qui portent tous des noms vietnamiens. Il s'appelle Rue, il s'appelle Man, il s'appelle Vie. C'est une personnalité au moins aussi extraordinaire que Shumona. Je vous invite à cette rencontre prochaine. On vous donnera la date. Ça n'est pas encore déterminé. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, Shumona, d'avoir accepté de répondre et de vous prêter à ce jeu de questions-réponses. Et à tous, merci beaucoup. Bonne soirée et bonne lecture à tous. Bonne soirée, Christine Adélie. À bientôt, j'espère.